cette émission-là et je vais vous dire pourquoi, en fait, Frédéric, qui a fait les maquettes, est encore connu pour ça aujourd'hui. Donc, Radio-Canada est inauguré le 6 septembre 1952. 6 mois auparavant, on a commencé déjà à faire des tests dans la grande région de Montréal parce qu'on voulait voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. La télévision est déjà aux États-Unis, mais là, on veut créer un réseau francophone pour les gens de la province. Quelques chiffres ici. Donc, en 1953, on a 9,7 des foyers qui ont une télévision. Et 7 ans plus tard, on est rendu à 88,8. Donc, c'est pour démontrer à quel point on a connu une fulgurante augmentation. Euh, Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pendant près de 10 ans, Radio-Canada, c'est le seul poste francophone qui est offert aux gens de la province. Il faut attendre 1961 pour le réseau privé CFTM, le Canal 10 qui est aujourd'hui TVA. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire que en 10 ans, tout le monde écoute la même chose au même moment. Donc, on a une image, une version des choses. Donc, d'où l'impact de ce que va avoir fait Frédéric Bach. Les gens qui étaient là à cette époque-là ont vu ce qu'il avait fait. Euh, à ce moment, Radio-Canada va produire des émissions destinées aux enfants, des téléromans. On va voir aussi des matchs sportifs, hein, la soirée du hockey, et des émissions de jeux de variété. Donc, l'arrivée de ce nouveau médium va amener la création de nouveaux emplois. Donc, on va avoir des producteurs, des réalisateurs, des coiffeurs, des maquilleurs, des acteurs, actrices et plusieurs autres métiers. Donc, parmi ceux-ci, Radio-Canada va avoir une section des arts graphiques qui, à ses débuts, va compter 22 dessinateurs. Et ces personnes-là, en fait, vont avoir plusieurs missions. Donc, on voit à gauche, en fait, ils peuvent dessiner l'identification, en fait, des postes, comment on reconnaît le poste. On va avoir aussi les dessins des génériques. Ce que je vous montre en ce moment, c'est pas nécessairement Frédéric Bach, c'est vraiment pour illustrer ce que ces gens-là pouvaient faire. Donc, les génériques d'émissions à cette époque-là. On avait aussi des dessins à travers l'émission. Ici, on voit, pour ceux qui connaissent Point de mire, qui était une émission politique avec René Lévesque. D'ailleurs, c'est là qu'il s'est fait connaître davantage. On voit derrière lui une carte avec des dessins, donc les dessinateurs pouvaient aussi faire ça. Et finalement, on est au début de quelque chose, donc souvent, on n'a pas juste un chapeau. Donc, les dessinateurs faisaient aussi des maquettes d'objets, d'immeubles, participaient au décor, et la plupart vont venir du théâtre ou du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Bach, lui, ça va être le contraire. Il va commencer à la télé et par la suite aller au cinéma. Donc, Frédéric Bach, dans tout ça, va arriver au début à titre de titreur, en fait. Donc, c'est lui qui écrivait ce que les gens lisaient ou pouvaient voir aussi parfois à l'écran. Euh, mais selon lui, donc c'est pas moi qui va te dire ça, mais selon lui, sa calligraphie n'était pas très bonne, donc il rajoutait un petit peu des dessins autour et c'est comme ça que les gens ont vu qu'il pouvait dessiner. Donc, c'est ce qui le mène à faire plusieurs projets davantage en tant que dessinateur et par la suite, il va faire des animés comme ça. Donc, ici, on a quelques projets auxquels il a participé. Ce ne sont vraiment pas tous les projets, mais ce sont quelques-uns des plus connus. Donc, une de ses premières apparitions à la télé, parce qu'il n'était pas que derrière la caméra, il était aussi devant la caméra, c'était au premier jeu télévisé, en fait, de Radio-Canada qui s'appelait Le Nez de Cléopâtre, où le concept, c'était de faire deviner des énigmes aux participants. Donc, ils avaient le droit de poser des questions et Frédéric dessinait à côté. Donc, je vais vous montrer un petit extrait pour vous montrer un peu le contexte. Donc, voilà.
Donc, on me dit qu'en ligne, vous entendez pas. Je suis vraiment désolée. On va essayer de régler le problème. Mais juste avec l'image, on comprend que Frédéric, dans le fond, dessinait l'énigme aux participants. Et on le voyait à la télé. C'est important aussi. Donc, parmi les trajets qu'il a fait, il a souvent illustré en fait des histoires qui étaient racontées aux enfants à la télévision. D'ailleurs, la plupart de ses projets étaient des émissions éducatives ou scientifiques. Donc, ici, on voit l'histoire du petit âne de Guy Moffett qui l'a illustré. Et en fait, les dessins étaient présentés, la caméra bougeait un peu sur le dessin pour essayer de faire évoluer une image. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, avec Guy Moffett, il a aussi illustré des livres, comme un poème qu'on voit ici. Ici, Le Grenier aux images, qui est une autre émission auquel il a participé et une émission qu'il a nommée aussi. Donc, on l'appelait à ce moment-là Fred Bach. Donc, Fred Bach allait dessiner pour accompagner les histoires du grand-papa qui était dans le grenier aux images. Frédéric Bach, dans sa carrière, s'est servi de différents outils, dont l'animographe. Et en fait, l'animographe était fait pour simplifier et accélérer la création de dessins animés. Lorsque je vous montre là, c'est vraiment un animographe, ce n'est pas Frédéric Bach, mais c'était pour vous montrer un exemple. Donc, c'est vraiment fait pour animer 1 à 8 dessins par seconde en assurant quand même une certaine fluidité. Donc, on diminue le temps de travail, donc on optimise un peu ce qu'on présente à l'écran. Donc, il a utilisé cette machine-là. Par contre, ce n'est pas ce qui le qualifie. Ce qui le qualifie, c'est vraiment sa débrouillardise et sa création. Et les deux prochains exemples, en fait, que je vais vous montrer, ce sont des types d'animations qu'il a fait et qu'il a créé lui-même. Donc ici, on a un extrait. C'est vraiment dommage à la maison si vous entendez pas, mais c'est un extrait du Vilain Petit Canard. Et dans cet extrait-là, en fait, il va expliquer ce qu'il a fait et d'où lui est venue cette inspiration-là. Donc, vous allez voir, c'est des dessins qui vont être présentés un peu avec des tirets. Donc, c'est comme ça qu'il va les faire bouger à l'écran. OK, voilà. Et dans Maman Fonfon, qui est aussi une dame qui racontait des histoires aux enfants, ici, elle raconte la vie de Mozart et vous allez voir au départ, on est vraiment sur un dessin figé et après, il a utilisé des cartons papier construction pour construire des personnages qui vont faire bouger. Et sincèrement, pour cette époque-là, moi, je trouve ça quand même impressionnant de s'imaginer petit enfant déjà devant une télé, c'était extraordinaire et d'avoir accès à ces... Donc voilà, c'est une autre technique qu'il a utilisée à cette époque-là. Finalement, dans les romans de la science, en fait, je vous ai dit, il a fait des animés et tout ça, mais il a aussi participé à la conception de décors. Donc, dans ce cas-ci, on illustrait la vie de scientifiques célèbres. Donc, c'était des acteurs qui les incarnaient, mais dans un décor qui est quand même impressionnant, comme on le voit derrière moi. Ici, on a un extrait de journaux, en fait, qui parle de cette émission-là. Mais je vous ai aussi mis deux petites coupures de journaux qui étaient des horaires télé. Et en fait, juste pour vous montrer que son nom était inscrit dans l'horaire télé, alors qu'aujourd'hui, on voit plus vraiment les gens qui faisaient les décors, les illustrateurs. On insiste davantage sur les producteurs, les réalisateurs et tout ça. Donc, à cette époque-là, il était déjà reconnu en tant que Fred Bach. Ce qui nous amène à discuter de la télésérie d'époque d'Iberville, qui est une série justement à cette époque-là, mais aussi aujourd'hui, qui reste quand même très, très impressionnante par sa production. Je vous ai mis des petits chiffres derrière qui l'illustrent. C'est la première télésérie en couleur.
C'est une coproduction avec la Belgique, la France et la Suisse. Quand je dis télésérie, c'est aussi important. Je n'ai pas choisi ce terme-là au hasard. Yves Picard a identifié trois paradigmes télévisuels dans l'histoire de la télévision. Donc, on a le téléroman, la télésérie et la série télé. Téléroman qui, à cette époque-là, est ce qui domine. En fait, on est beaucoup plus dans un texte. On met l'avantage du vocabulaire. La télésérie, quant à elle, va aller un peu plus vers l'image. Euh, Tous les chercheurs s'entendent pour dire que la première télésérie au Québec, c'est L'On se compte en 1980, donc 86, donc 20 ans après d'Iberville. Pourquoi j'ai choisi de l'appeler comme ça? C'est qu'en fait, on n'est pas dans L'On se compte, mais on n'est pas dans des téléromans non plus. On sort vraiment des décors, on sort des studios, on va en extérieur, on a des effets spéciaux et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc, c'est pour ça que cette télésérie-là, à l'époque, est vraiment, vraiment très, très importante. Elle raconte la vie de Pierre Lemoine d'Iberville, qui est un personnage important de la Nouvelle-France. Ici, Frédéric Bach, en fait, pour cette série-là, pas tout seul, mais avec d'autres gens, a créé les maquettes. Donc, on le voit en haut, ce sont les maquettes des maisons, des habitations de l'époque. Et en fait, surtout, ce dont on se souvient, c'est la réplique du Pélican, qui est le bateau de Pierre Lemoine d'Iberville avec lequel il traverse l'Atlantique et il arrive ici. Donc, on a vu la création des maquettes. Ici, on le voit d'une autre perspective très intéressante. Derrière, on voit les maisons, donc les maquettes créées. On voit le caméraman dans l'eau avec le réalisateur. Et là, on voit pas, mais c'est le bateau, la maquette du bateau qui arrive. Et donc, voici le générique d'ouverture. Les premières images, on va voir le bateau arriver. Donc, ça, c'est ce que ça donne si on est devant le téléviseur et on voit ça arriver. Donc, on est parti du décor, on a filmé dans l'eau et après, on voit ce que ça donne ici. Donc, voilà, c'était un tour très, très, très rapide, j'en suis consciente. Il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais le but, comme je le disais, c'était vraiment de montrer la diversité de son parcours, tout ce qu'il a pu apporter aux premières années de Radio-Canada, où il est resté par la suite pour faire ses films d'animation. Il a aussi remporté plusieurs prix. Et en terminant, pour les gens dans la salle, je vous laisse sur les mots de Frédéric Bach, en fait, qui vont conclure cette présentation-là et une petite réflexion qu'il a sur sa carrière à la télévision. C'est un autre décor qui l'a fait. Donc, voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, pour notre deuxième conférencier, alors nous avons Laurent Geron. Parlez-vous, s'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'on va Ah oui, ok. avoir plus de visibilité pour toi, pour ceux qui sont. Donc, Laurent Jérôme est anthropologue et professeur titulaire au département des sciences et religions de l'UQAM. Il est directeur aussi de l'équipe de recherche sur les cosmopolitiques autochtones et co-titulaire de la chaire sur les savoirs et les traditions orales autochtones avec la poétesse Innu, Joséphine Bacon, pardon. Il s'intéresse à la transmission des savoirs ainsi qu'aux politiques du patrimoine et de la culture en milieu autochtone au Québec et au Brésil. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Maryse, Yves, toute l'équipe de m'accueillir aujourd'hui. Merci particulièrement parce qu'en fait, au moment où j'ai reçu l'invitation, j'ai été assez totalement honnête et transparent. Je n'avais aucune idée de ce que Frédéric Bach avait laissé comme héritage en lien avec les Premières Nations et les sociétés autochtones. Et j'ai pris énormément de plaisir à découvrir cet héritage auquel je m'attendais pas, à la fois en termes
on va dire, de quantité, mais j'aurais besoin des collègues qui le connaissent probablement mieux que moi, parce que je pense que j'ai échappé beaucoup d'informations, mais aussi en termes de qualité. Alors, on a quand même un point commun avec Frédéric Bach, c'est qu'on est originaire de la même région en France, c'est-à-dire l'Est de la France, une région très peu connue, hein. Très peu visitée d'ailleurs par les touristes qui préfèrent Paris ou le sud et la chaleur du soleil, voilà, de la Provence. Et ça, ça aussi, c'était une belle surprise. J'avais complètement oublié qu'il venait de l'Est en tout cas de cette région de l'Europe. Et je me suis attaché plus particulièrement pour cette conférence à regarder le film d'animation Inon ou La conquête du feu. Alors, le point d'interrogation que j'avais pour aujourd'hui, c'était est-ce que tout le monde a vu le film d'animation Inon ou La conquête du feu? Donc là, je vais parler en assumant que tout le monde l'a vu, mais en même temps, je vais donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez peut-être le voir ensuite. Mon propos, il s'articule vraiment autour d'une anthropologie que Philippe Descola, un anthropologue qui s'est intéressé notamment aux peuples autochtones de l'Amazonie, a appelé l'anthropologie de la figuration. C'est-à-dire comment les différentes sociétés arrivaient à traduire en images leurs relations particulières à l'environnement. Je vais le résumer ainsi. C'est très rapide, surtout dans les termes de Philippe Descola, pour les personnes qui le connaissent, c'est autrement plus complexe, notamment sur sa théorie de l'anthropologie des ontologies, la manière dont les groupes humains développent leur manière d'être, considèrent les animaux dans leur cosmologie, les entités, ce qu'on appelle les entités non visibles, qu'on peut appeler, qu'on a longtemps appelé d'ailleurs en sciences humaines et sociales et en anthropologie, les esprits. Alors, Inon ou la conquête du feu, ça s'inscrit dans ce que j'ai compris de Frédéric Bach, évidemment, d'une préoccupation vraiment très importante pour refléter et valoriser avec le plus de justesse possible les voix des Premières Nations. Ça, c'était ce que j'ai compris de sa première préoccupation. La seconde qui était liée à cette préoccupation, évidemment, son engagement, son activisme au niveau, on va dire, écologique, et notamment le rapport entre les humains et la nature. Et c'est bien le propos de Philippe Descola pendant toutes ces années de travail, de revisiter un peu cette anthropologie de la nature et la relation des groupes humains avec cette nature, qui en fait, pour différents groupes, non pas une nature, mais une culture. Bon, ça, c'est le premier. Je ne vais pas insister là-dessus, ça demanderait tout un cours. Mais pour revenir à ce que Frédéric Bach a produit, on a Inon ou La conquête du feu, on a en 1971, ou la création des oiseaux en 1972, qui est plus sur un film d'animation sur la succession des saisons. Euh, on est, je le rappelle, en 1971. Donc, si on se remet dans le contexte de l'époque ici au Québec, à une époque où il n'y avait pas eu la commission Vérité et Réconciliation de 2015. On avait une connaissance extrêmement partielle des cosmologies autochtones, basée essentiellement sur des travaux d'anthropologues des années 30, 40, 50, c'est-à-dire une anthropologie très ethnocentrique, évolutionniste, basé aussi sur les rapports des premiers explorateurs. On était vraiment dans le naturalisme. Le point de référence était le christianisme, le catholicisme au niveau religieux. Les anthropologues essayaient de s'en sortir, mais on était encore teinté de cette réflexion dans la société. Les années 70, c'est quand même les travaux au niveau de la tradition orale de grands anthropologues aujourd'hui malheureusement disparus, comme Rémi Savard, Sylvie Vincent, José Maillot, puis la personne que vous connaissez sans doute peut-être un peu plus, Serge Bouchard, qui sont tous partis, tous les quatre, en l'espace de 3-4 ans au moment de la Covid. Donc ça a été un grand vide au niveau de l'anthropologie québécoise, et notamment au niveau de l'étude de la tradition orale. Alors, ce qui est intéressant dans Inon, plusieurs choses, évidemment, c'est le format. On est quand même dans les années 70 et on a Frédéric Bach qui choisit le format du film d'animation.
avec les techniques de l'époque, considérant qu'aujourd'hui, le film d'animation est privilégié par différents créateurs, différentes créatrices autochtones pour s'inscrire dans des processus de transmission des savoirs auprès des plus jeunes générations. Évidemment, de son côté, c'était vraiment l'idée de sensibiliser à travers ce film la population, la société, à la proximité entre les humains et les non-humains. Dans ce film d'animation, Frédéric Bach fait le pari de retracer un mythe, je vais l'appeler comme ça, un récit de la tradition orale qui a été identifié dans la littérature comme Anishinaabe, c'est-à-dire algonquin. Je vais y revenir, ça pose quand même question, mais je reviendrai là-dessus. L'histoire de ce film d'animation, c'est évidemment la conquête, en tout cas la recherche du feu par les humains, par un groupe d'humains qui ne connaissaient pas le feu à ce moment-là, un groupe d'humains qui s'unit avec un certain nombre d'animaux pour essayer d'aller chercher le feu qui est logé dans la montagne et ce qui est appelé le dieu tonnerre dans le film de Frédéric Bach ne veut pas donner. Donc les humains sont confrontés à des embûches, euh, sont blessés dans leur conquête, en tout cas dans leur recherche du feu. Et c'est cette alliance entre les humains et les entités non humaines, et particulièrement les animaux, qui permet aux humains de récupérer le feu. Donc on voit que Frédéric Bach a saisi l'essentiel d'un contenu de la tradition orale autochtone qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait référence à un moment dans l'histoire où les humains comprenaient le langage des animaux et les animaux comprenaient le langage des humains. Donc cette proximité au niveau historique. Au niveau des cosmologies, on a cette référence évidemment aux animaux et aux animaux importants des cosmologies autochtones algonquiennes, c'est-à-dire de tradition semi-nomade, notamment la référence à l'ours, la référence au castor, la référence au loup, qui sont tous des animaux extrêmement importants encore aujourd'hui dans la tradition orale, la continuité des savoirs autochtones. Quand je dis important, c'est pas seulement qu'ils sont valorisés à travers un certain nombre de récits, mais que ces récits qui sont transmis encore aujourd'hui de différentes manières informent aussi au niveau, par exemple, du droit et des principes normatifs. C'est-à-dire qu'ils guident actuellement aussi ces animaux, les propriétés qu'on leur reconnaît, leur pouvoir d'agir dans la société, guident, inspirent, orientent, par exemple, l'élaboration de constitutions politiques dans différentes Premières Nations. Comment le castor agit au sein de son groupe, au sein de l'environnement? Comment l'ours agit au sein de son groupe, au sein de l'environnement? Ce sont des principes normatifs qui guident et orientent et inspirent le politique aujourd'hui dans différentes communautés autochtones. Donc ça, Frédéric Bach, dans son film d'animation, a bien insisté sur ce point-là et a bien relevé le fait que l'ours est considéré comme une entité importante des cosmologies importantes, des cosmologies autochtones, pardon. Au niveau des thématiques, évidemment, quand on parle de cosmologie, c'est les conceptions du monde, mais on voit que Frédéric Bach s'attache avec Inon, la conquête du feu, à mettre en image, à figurer finalement un élément qui est commun dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire vraiment la conquête, la quête universelle du feu par les humains. Au niveau des mythologies, c'est un dieu tonnerre qui détient ce feu. Or, concrètement, dans les cosmologies autochtones, il n'y a pas de déité, il n'y a pas de dieu, et certainement pas dans les cosmologies algonquiennes. Donc, on voit là à la fois cette sensibilité, mais aussi le fait à cette époque-ci, d'essayer de faire comprendre à la société qu'est-ce que peut représenter une entité comme ce dieu tonnerre, qui est qualifié par Bach de dieu tonnerre, mais qui est en fait l'oiseau tonnerre qu'on retrouve chez les Anishinaabe, chez les Algonquins, mais aussi les Anishinaabe Ojibwe
de l'Ontario et de l'Ouest, par exemple. Donc cet oiseau tonnerre est réputé comme étant une entité très importante qui a été traduite dans le film d'animation par le dieu tonnerre. Euh, on voit aussi que Frédéric Bach nomme, quand il fait parler le groupe humain, nomme l'ours le Manitou. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, Manitou, qui est une entité très importante, qui est considérée comme le grand esprit, Kijé Manitou. Euh, mais là aussi, il y a un glissement, peut-être aussi également pour traduire et faire comprendre du mieux possible la pensée ou les pensées autochtones, considérant que l'ours est envisagé dans de nombreuses sociétés algonquiennes comme les grands-pères, les mouchoums, c'est-à-dire les ancêtres. C'est pas seulement un lien de filiation de parenté, mon grand-père, mais c'est aussi la filiation mémorielle, euh, la trace de l'importance des ancêtres à travers la succession des périodes historiques entre les humains, des relations entre les humains et les animaux notamment. Euh, l'autre thématique, évidemment, qui traverse sinon la conquête du feu, c'est la coopération entre les animaux. On voit qu'il y a, le film raconte comment le castor s'associe à l'épervier, s'associe au loup, c'est-à-dire ces trois entités importantes, castor, épervier et loup, qui représentent, et vous voyez tout de suite, quand vous connaissez ces animaux, les liens importants qu'on peut tracer entre le monde du dessus, le monde du dessous, les eaux avec le castor, et le monde sur lequel on vit, c'est-à-dire le territoire, l'univers forestier, avec le loup. Donc c'est un récit qui est quand même qui a différentes variantes, mais qui a été vraiment bien saisi par Frédéric Bach. À vrai dire, dans mes recherches depuis que je me suis intéressé à cette conférence, j'ai pas trouvé quelles étaient les sources exactes de Frédéric Bach en milieu Anishinaabe, ni quel est le récit qui a été transmis à Frédéric Bach. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais évidemment fouiller pour la suite. Mais on voit qu'il a capté l'essentiel, c'est-à-dire ces trois entités qui relient finalement les différents univers. Euh, Donnant un poids à l'argument de Philippe Descola notamment, c'est pas le seul qui a travaillé là-dessus, qui considère que les animaux forment une société en soi, et donc c'est pour ça que c'est toujours difficile de séparer nature et culture, puisqu'on a ces interactions dans le monde animal. Euh, C'est bon, j'ai mentionné un film un film d'animation qui a cette pertinence, l'actualité de la tradition orale. Euh, et les points d'interrogation se posent d'autant plus que si on se réfère à la diversité des principes cosmologiques autochtones, Inon, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une entité ou, comme on le qualifiait à l'époque, un esprit algonquien, mais est un esprit qu'on retrouve plus dans les cosmologies iroquoiennes, c'est-à-dire Huron-Wendat. Donc, ça pose d'autant plus d'interrogations puisque c'est pas la même structure sociale ni la même organisation sociale. Donc, les traces qu'on retrouve de Innon sont plus du côté iroquoien qu'algonquien. Donc, ça, c'est un point d'interrogation qui est pas totalement résolu à la suite de cette exploration du film de Frédéric Bach. Le lien que je ferai pour terminer, c'est vraiment l'importance, on va dire, de ce médium-là, euh, pour le mettre en parallèle avec un film d'animation que vous connaissez peut-être, de Zacharias Kunuk, de 2021 que je vous invite à visionner. En fait, je vous inviterai à visionner à la fois d'abord Inon ou La Conquête du Feu et puis ce film de Zakaria Kunuk qui s'appelle Angar Kosojajuk, l'apprenti chaman, qui a obtenu de nombreux prix
Euh, si vous tapez juste l'apprenti chaman Kono, vous allez trouver. Je comprends que moi non plus, je suis pas spécialiste de l'Inuktitut, donc mais ce film est absolument formidable de ce qu'il révèle justement de la place ou de la structure du chamanisme chez les Inuits. Et on voit très bien entre les années 70 et aujourd'hui, à la fois l'évolution du traitement des cosmologies autochtones, puisque non seulement avec le film de Frédéric Bach, on voit que c'est une personne non autochtone qui, quand même, bien informée, essaye de représenter au mieux le fondement même des cosmologies autochtones et qui s'en approche. Je vous rappelle qu'on est dans les années 70 et qu'en cela, il prend le contre-pied d'un certain nombre de représentations très stéréotypées. Et le film donc de Zachariah Kunuk, qui, de l'intérieur, de quelqu'un qui est Inuk, va décrire et donner une vision absolument sensible et profonde de la complexité du système chamanique chez les Inuits, en utilisant évidemment les techniques d'aujourd'hui au niveau du film d'animation, et qui en cela s'inscrit totalement dans les processus actuels de transmission des savoirs dans les sociétés autochtones. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait 15 minutes peut-être. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, nous allons continuer avec Alexis Lemieux. Donc, Alexis Lemieux est doctorant au programme de muséologie, médiation, patrimoine de l'UQAM sous la direction de Viva Paci. Sa thèse de doctorat s'intéresse aux relations entre la marche et le patrimoine urbain à partir d'un corpus d'œuvres hétéroclites qui illustrent différents espaces de Montréal. Ses perspectives de recherche actuelles concernent le patrimoine urbain, les patrimoines cinématographiques et artistiques, ainsi que les relations cinéma et musée. Alexis est diplômé de la maîtrise en communication de l'UQAM. Merci. Oui. Très bien. Bonjour. Merci. Je vous remercie de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir préparé cette communication. Et c'est également un moment tout particulier parce que je ne m'attendais pas à faire une recherche aussi intense et aussi belle. Alors, voilà, je commence. Dans le cadre de cette série de communications sur le legs patrimonial de Frédéric Bach, j'aborderai le film documentaire de Denis Arcand intitulé Champlain et réalisé en 1964. Mis en relation avec les illustrations réalisées par ce grand créateur, je présenterai d'une manière synthétisée comment celles-ci dépeignent les contextes sociaux et géographiques dans lesquels Samuel de Champlain, à la fois cartographe, géographe, navigateur, explorateur, fondateur de la colonie de Québec en 1608, a séjourné à de multiples reprises en Nouvelle-France et y est mort en 1635. Le film d'Arcan révèle un portrait de Samuel de Champlain, de sa vie mouvementée et de ses nombreux périples en Nouvelle-France entre 1603 et 1635. Les œuvres de Frédéric Bach sont inspirées de diverses sources documentaires et de divers récits. Certains dessins ont l'allure d'esquisse, d'autres ont une facture plus aboutie et réaliste. Les illustrations ont des qualités intrinsèques et contiennent des informations sur le passé. Néanmoins, j'ai une question à savoir jusqu'à quel niveau de justesse les dessins sont-ils fidèles au temps de la Nouvelle-France et jusqu'où est allé le créateur dans son interprétation personnelle de cette période historique afin de créer son œuvre artistique pour le film. Quel est l'équilibre harmonieux à trouver entre une recherche documentaire et l'imagination d'un créateur? Le scénario d'Arcan s'intitule Samuel de Champlain, une réévaluation. Qu'en pensait Frédéric Bach, qui l'avait sans doute lu, ce scénario? Était-il d'accord avec l'ensemble de celui-ci, qui proposait une piste de réflexion audacieuse, subversive, autant critiquée par les historiens conseils à l'interne que par la critique dans la presse? Le film avait fait l'objet de vives critiques puisqu'il contestait la figure mythique du héros de la Nouvelle-France et remettait en doute la colonisation française. Les noms des historiens conseils ont même disparu du générique à la demande de l'un d'eux. Par le passé, les critiques ont été formulées à l'endroit des illustrations ont été positives. Paradoxalement, les critiques recueillies étaient plus négatives à propos du film d'Arcan, dont on a déploré la volonté de démythification, donc la destruction du mythe du personnage de Champlain, dont il n'existe aucun réel portrait à ce jour.
Dans le cas du film, le legs patrimonial de Frédéric Bach, dont il est question aujourd'hui, consiste à avoir réalisé des dessins d'une remarquable qualité, riches d'informations sur notre histoire collective au XVIIe siècle, peu connus et dont les traces laissées par les colonisateurs français sont plutôt rares aujourd'hui. Les illustrations sont essentielles pour comprendre notre rapport au passé. C'est la raison pour laquelle Denis Arcand a eu recours au travail du dessinateur pour documenter cette période dans laquelle les documents d'époque n'abondaient pas au début des années 60 et aussi il y avait la difficulté d'accès. Poursuivons. Le contexte de production de l'œuvre. Il faut signifier que le film de Denis Arcand fait partie de la trilogie historique telle qu'elle est présentée dans le coffret intitulé Denis Arcand, l'œuvre documentaire intégrale 1962-1981, une sorte d'hommage à une partie de l'œuvre du cinéaste, aussi historien de formation. Cette trilogie historique comprend également les courts films documentaires La Route de l'Ouest et Les Montréalistes, tous deux produits en 1965. Une brève distinction est à établir ici. Le film Champlain est la version longue, alors que le film Québec 1603, Samuel de Champlain, qui est ajouté, est la version abrégée, voire la version scolaire, qui a été conçue et dessinée pour les écoles. Seulement cette version fut commercialisée dans le milieu académique. Denis Arcand n'y a pas participé, puisque le montage a été confié à Réjeanne Charpentier en 1964. Le film Champlain a été produit par Fernand Ossereau et André Bello. La direction photo fut assumée par Gilles Gascon et Bernard Gosselin. Très important, parce qu'il a collaboré aussi avec Pierre Perrault et Michel Beau. Au cours du tournage, travaillant étroitement avec Denis Arcand et aussi Frédéric Bach. Je rappelle aussi qu'au début des années 1960, Frédéric Bach a été contacté par Denis Arcand pour créer les illustrations qui serviront à documenter son film. Il s'agit de très grands formats pour permettre la captation avec un grand système de caméra. Bach accepte et entreprend quelques esquisses, puis les dessins dès 1961. Ce film fut aussi l'un des derniers épisodes de la série Les Artisans de notre histoire, donc produite entre 1959 et 1964, sur laquelle je me suis un peu trop attardé par ailleurs, qui comprend 18 épisodes de 30 minutes. Il s'agit d'une série réalisée par le service anglophone de l'institution sur l'histoire de la Confédération canadienne. Les documentaires qui la composent sont présentés sous 3 volets. Le gouvernement responsable, la Confédération canadienne, les explorations, dans lequel le film Champlain est inclus. Revenons très brièvement au contexte social des années 1960. C'est la Révolution tranquille. La laïcité est progressive au Québec. Plusieurs films documentaires de l'ONF portent sur les colonisateurs. Le Fessé des morts, en 1965, réalisé par Fernand Dansereau, et Les Brûlés de Bernard Develin en 1959, donc quelques années auparavant, sont du lot. J'aimerais aborder à l'instant la part de Frédéric Bach à la conception artistique et à la documentation historique de cette œuvre. La contribution essentielle du dessinateur consiste à avoir réalisé plus d'une centaine de dessins pour le film d'Arcand et d'avoir permis de décrire et de détailler le mode de vie des groupes autochtones et des explorateurs venus, en la compagnie de Champlain, s'installer, non sans difficulté, en Acadie, à Québec et dans les basses terres du Saint-Laurent. Frédéric Bach a prêté main forte à Denis Arcand et à son équipe en ce qui concerne la préparation des documents d'origine pour la conception du film. Au préalable, l'illustrateur a mené une recherche dans les bibliothèques. Il a consulté les écrits, sans doute les journaux de ses voyages, les cartes et les gravures réalisées par Champlain, et divers récits pour s'inspirer. Il fallait qu'il documente entre autres le mode de vie des explorateurs et des coureurs de bois et qu'il illustre les efforts de la colonisation. Il devait entreprendre des recherches sur les différentes populations autochtones. Frédéric Bach documentait donc très sérieusement les sujets qu'il illustrait. Il avait en effet acquis un savoir et un goût pour l'iconographie de la Nouvelle-France. Si l'œuvre est la première si l'œuvre est la première réalisée pour les deux créateurs à l'ONF, Arcand et Bach ont une connaissance approfondie du sujet abordé, qu'ils ont chacun documenté de manière approfondie, le premier pour le scénario et la réalisation, puis le second pour les illustrations. Alors tout ça est relié bien sûr à la dimension matérielle, puisque le style et la technique des dessins effectués par Frédéric Bach pour ce film de Denis Arcand impliquent une précision des détails et des scènes représentées. Les illustrations sont réalisées sur des supports tels que le carton ou les pages de carnet. La technique couramment utilisée consiste à utiliser le crayon gras avec le pastel sec. Les illustrations que vous verrez dans ma présentation sont celles qu'on retrouve effectivement dans le film, dans cette image représentant une scène de défrichement, une parcelle de terre. Dans le montage du film, les dessins du créateur sont exhibés en alternance avec des plans de monuments à Québec et à Ottawa, des plans de la nature, des lacs Ontario et Champlain, du fleuve Saint-Laurent, ainsi que d'autres plans d'eau, des plans aériens, des documents historiques variés, cartes modernes,
cartes et gravures réalisées par l'explorateur, comme je disais, sur impression de maquettes, objets antiques. Jusqu'à présent, j'ai accordé une attention, que vous avez vu, à ce film documentaire en considérant sa dimension matérielle, donc le matériau film et le support des dessins. La relation entre matérialité et immatérialité est un processus relationnel. C'est en fait un concept que j'ai repéré dans le dictionnaire de muséologie à l'entrée patrimoine, donc qui a été écrit par Yves Bergeron et Laurier Turgeon. Alors, en ce qui concerne les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, donc j'ai écrit de l'artiste Frédéric Bach, eh bien, c'est la dimension matérielle qui m'intéresse dans le cas présent, même si bien sûr il y a des liens avec la dimension matérielle, on pourra en reparler, qui est rattachée à ces mots-clés évoqués dans la définition de la Convention de l'UNESCO pour un patrimoine culturel et matériel. Les techniques du dessin, comprises ici dans le sens des connaissances savantes ou techniques, que j'associe à l'œuvre de Frédéric Bach, se sont transmises de génération en génération et constituent donc un patrimoine culturel et matériel. Et c'est là qu'on revient un peu à rebours. La formation et le talent du créateur sont reliés, entre autres, à l'enseignement qu'il a reçu de quelqu'un qu'on n'a pas encore nommé, qui s'appelle Mathurin Méheux, qui était professeur à l'École régionale des beaux-arts de Rennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier était peintre et illustrateur, spécialisé dans les dessins portant sur les créatures marines. Dans le film de l'Acadien Phil Comeau, Frédéric Bach, Grandeur Nature, réalisé en 2012, une vieille amie, camarade de classe à Frédéric Bach, révèle qu'elle était très âgée quand le film était tourné en 2012, dans un regard à la caméra, l'influence considérable du professeur sur ses étudiants. Elle affirme: nous avons tout le reste de notre vie été marqué par Mathurin Méheux. Et Bach, qui rappelle également dans ce film, il était mon maître. Il est question ici du legs de Méheux sur le plan de la technique et de la formation académique. Cette influence considérable a marqué son travail d'illustrateur, qui a inspiré son fils Francis Bach, qui est aussi devenu illustrateur historique, il ne faut pas l'oublier. Je note ici une passation au fil des générations des pratiques artistiques et expressives rattachées aux connaissances et aux techniques du dessin. Un legs d'un professeur qui a conduit au legs patrimonial d'un créateur qui a eu une reconnaissance internationale. Ça aussi, il faut l'occulter. Puis l'apport de Frédéric Bach à différentes émissions télévisées, on en a parlé aujourd'hui, euh, et, euh, et bien sûr, donc, ces nombreuses collaborations à Radio-Canada, et qu'on soit pour celles-ci, donc les animations, les dessins ou les décors, tout en se perfectionnant, sans oublier l'enseignement qu'il exerce pendant quelques années à Montréal. Hein. Il va remplacer Paul Émile à l'École du Peuple, il va aussi enseigner à l'École des beaux-arts de Montréal. Au chapitre de ses nombreuses réalisations, il prend en charge la conception visuelle d'églises, de restaurants et d'hôtels, en plus de son emploi régulier à temps plein à Radio-Canada toujours. Donc, il faut prendre ça en compte. Il travaille à temps plein, il y a d'autres projets à côté. J'évoque uniquement ici son travail sur l'architecture intérieure, ses techniques de verre peint, sa peinture, sa murale peinte dans le restaurant Hélène de Champlain, situé sur l'île Sainte-Hélène, qui a été réalisé en 1966 pour l'ouverture d'Expo 67. Toutes ces expériences contribuent autant au développement qu'au perfectionnement de ses connaissances, de ses savoir-faire et des représentations sociales et culturelles qu'il a entreprises dans divers contextes de travail. Les dessins de Frédéric Bach, réalisés pour cette œuvre d'arcan, sont la continuité de son travail artistique influencé par le legs du professeur Méheux, ses collègues et ses expériences de travail à la Société Radio-Canada et dans d'autres contextes de travail. En ce qui concerne les pratiques sociales, rituels et événements festifs, alors c'est vraiment le troisième domaine tel qu'il est inscrit dans la Convention du PCI. Alors, je vous lis le petit passage. La Convention de 2003 privilégie les pratiques sociales distinctives qui sont particulièrement liées à une communauté et contribuent à renforcer un sentiment d'identité et de continuité avec le passé. Alors, c'est vraiment sur cette définition que je me suis basé pour ma communication. Et il y a plusieurs mots-clés dont on pourra reparler plus tard dans la Convention qui ont attiré mon attention, si vous le désirez. Alors, pardonnez-moi. Alors, voilà, les représentations des pratiques sociales autochtones. En observant attentivement les dessins, on peut remarquer que les recherches effectuées par Frédéric Bach au commencement du projet en 1961 ont porté sur le mobilier, les habits, les outils, les armes et les embarcations. Les mœurs et les coutumes autochtones ont également été étudiées. En ce sens, les illustrations révèlent et représentent les pratiques sociales des Autochtones et des colons, ainsi que le mode de vie de ces derniers. Donc, on peut voir ici le dessin du poste de traite de Tadoussac, qui est une représentation de groupes d'Autochtones qui semblent accueillir des visiteurs venant dans leur direction. L'un d'eux porte un arc, un autre individu près de lui tient une flèche, d'autres silhouettes plus floues sont esquissées à l'arrière-plan. Le poste de traite y est dessiné à gros traits de pastel.
qui concerne cette représentation de la Grande Tabagie de 1603, cela marque un événement important pour les historiens. Il s'agit à la fois d'une cérémonie à laquelle participent Samuel de Champlain et François Dupont, qui commandaient cette expédition en 1603. C'est-à-dire donc une cérémonie sacrée, c'est là une entente qui durera plus d'une centaine d'années entre plusieurs peuples autochtones, comprenant entre autres les Inuits, les Hurons, les Algonquins, les Micmacs, les Etchemins, et les explorateurs français, bien sûr, qui étaient présents. Elle implique des rituels et le partage d'un grand repas. On peut identifier également le costume d'un chef amérindien qui s'adresse debout aux convives. Les deux représentations intitulées 1613, donc chef indien Tessua et 1613 Champlain Tessua, font penser à la diapositive précédente. Les couleurs sont chatoyantes. Le chiffre est représenté avec une calumet de paix, signe d'un possible cérémonial. Sur l'illustration de droite, il semble avoir partagé un festin. Plusieurs personnes donc, sont en train de manger, d'autres préparent de la nourriture. Alors, ouais, il y a vraiment une correspondance avec la précédente. Ici, c'est une illustration qui est fort intéressante, puisqu'elle est révélatrice d'un rituel observé par Samuel de Champlain assis avec ses quelques confrères explorateurs. Il semble qu'il s'agit d'une esquisse d'une danse effectuée par plusieurs jeunes femmes nues. Le rituel de la danse est intéressant à considérer en tant que pratique sociale perçue par Champlain et imaginée par Frédéric Bach. Concernant les vêtements, donc vous pouvez voir les détails qui sont très importants, ainsi que qui sont saisissants, les couleurs également, pardon. Et je vous montre également concernant le mode de vie des colons des Français, ainsi que les outils utilisés, la charrue, les armes à feu, également les raquettes qui sont dessinées avec détail. Donc, on peut même voir la date de 1962 qui est inscrite. Toujours la vie des coureurs de bois. Donc, imaginez toujours des illustrations avec de grands formats, les habitations, donc avec le détail, le souci du réalisme, c'est particulièrement de l'image de droite. L'illustration de gauche est vraiment a été faite à partir d'un cahier de dessin. Et la conclusion des questions qui restent, c'est terminé. Est-ce que j'en OK. Pardon, c'est ça, avoir un texte. Je termine. Quelle est finalement, en fait, ici, on peut remarquer une précision dans les détails et les objets représentés sur toutes ces illustrations. Cette acuité est liée à la mémoire visuelle de l'artiste. Christian Bach, le fils aîné de Frédéric Bach, que je remercie, me mentionnait que le personnage de Samuel de Champlain plaisait à Frédéric Bach, car il était l'un de ses personnages historiques préférés. La dimension humaine de Champlain le distinguait par rapport à d'autres explorateurs, malgré la dimension mystérieuse et la part d'ombre de l'explorateur. Quel est notre rapport au passé aujourd'hui? Que gardons-nous en mémoire de Samuel de Champlain? Quel mythe pour une époque consumériste et des sociétés taraudées par le capitalisme brutal qui se détache de l'idée de démocratie dans ces périodes troubles? Dans le plus récent ouvrage de Gérard Bouchard, Vision du Québec, publié en 2025, le héros de la Nouvelle-France n'est pas considéré comme un mythe fondateur. J'en conviens, une autre perspective s'ouvre ici. Je me permets de l'évoquer afin de proposer une piste potentielle de réflexion aux discussions qui suivront nos communications. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces trois présentations super intéressantes. On va ouvrir maintenant aux questions.